Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est ta coach Olini. Encore une fois, je suis vraiment contente que tu as choisi de passer ce moment-là avec moi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je m'en vais plonger dans un sujet que je trouve exceptionnel et que moi, je vis. On va plonger dans le sujet de la neurodivergence, OK? Puis aussi des outils puissants pour être capable de réguler ces phases-là quand notre neurodivergence nous amène dans des éclatements ou que, justement, notre cerveau, il part en vrille. On va t'expliquer c'est quoi la neurodivergence first, hein? C'est quoi être neurotypique aussi, neuroatypique, la neurodiversité. On va jaser de ça. Puis on va jaser aussi avec une de mes meilleures amies, Cynthia Chalifou, qui est maintenant hypnothérapeute, puis que, comme moi, elle est neurodivergente, puis on va jaser de notre parcours à travers ça dans notre vie. Où est-ce que ça nous a amené dans les zones d'ombre et de lumière? Puis aussi, c'est quoi les outils qu'on a pu travailler pour nous pour être capable de s'auto-réguler à travers tout ça? Avant de plonger, je veux remercier nos partenaires qui rendent ce podcast possible dans vos écrans et dans vos oreilles. On a Sex Plus qui est avec nous. Donc, vous avez le code promo Olini20 sur leur site Internet pour commander ce que vous voulez pour avoir encore plus de plaisir dans votre vie. Et EPN Nutrition, qui est un centre d'entraînement privé, puis aussi une boutique de suppléments. Alors, vous avez un code promo Olini15 pour 15% de vos commandes en ligne. Et sans plus tarder, je vous présente Cynthia Chalifou. Allô, Cyn! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui! Merci de me recevoir. Ça me fait tellement plaisir. Ça fait tellement longtemps en plus. Excitation! Oui! Donc, écoute, Cynthia, j'aimerais peut-être qu'on parle avant tout de comment on s'est rencontrés, puis après, j'aimerais que tu te présentes, hein? Oui, avec plaisir. Donc, Cynthia et moi, on a eu un girl crush là, une couple d'années. On avait une amie en commun. Et cette amie-là, on était ses deux seuls amis artistes. Elle nous avait jamais mis en commun encore. Puis on s'est ramassé à un souper, je pense que c'était sa fête, je suis pas trop sûre. Je suis plus certaine. Puis c'était tous ses amis du monde milieu corporatif, on va dire, un petit peu plus que nous. C'est milieu un petit peu plus, ça a été en politique et tout ça. Fait que tu sais, du monde d'admin. Et il y avait Cynthia et moi, qui étaient comme deux pans colorés, là. Et on s'est retrouvés tout bonnement. Les deux, on avait besoin de prendre une pause. Et on s'est ramassés sur le balcon à fumer une cigarette puis boire un verre de vin. Et là, ça a été fini pour la soirée. On est restés sur le balcon toute la soirée. Ah ouais. Et depuis ce moment-là, ben une amitié est née, puis on a vraiment évolué ensemble énormément. Et on s'est rendu compte, les deux, dans le développement de cette amitié-là aussi. Nous deux, on a eu des étiquettes, on va dire, de neurodivergence. Puis ça nous a permis aussi de comprendre un peu comment notre vie s'est déroulée, hein, puis ensuite y mettre beaucoup plus de paix. Alors toi, j'aimerais que tu te présentes, Cynthia. Oui, avec plaisir. Mon nom est Cynthia Chalifou. Je suis hypnothérapeute, coach en neurosciences et artiste multidisciplinaire. Et clairement, bien que non officiellement, neurodivergente. Moi, j'aime ça qu'on le mette sur le CV. C'est important, c'est important. C'est vraiment important. C'est ce qui nous a rapprochés aussi en premier lieu. C'est quand même ça qui nous a amenés à se rencontrer, ouais. Cette hypersensibilité-là, ce besoin de retrait dans une sphère sociale où on sent qu'il y a peut-être moins d'anicroche à certains niveaux et tout. Ouais. Mais je trouve ça beau qu'on soit ensemble pour en parler parce que c'est carrément ce qui nous a réunis. Vraiment. Puis quand on regarde ton profil, tu sais, on arrive avec Olini Pelletier, coach en PNL certifié, neurosciences aussi, et artiste en danse. On voit qu'il y a comme... Il y a comme une complémentarité dans l'éventail des couleurs ici, vous voyez? C'est ça, vraiment. Puis je sais que toi, tu as vécu un peu le parcours comme le mien, hein? Toi, ta neurodivergence, tu la vis comment? Tu l'as vécu comment? Puis c'est quoi qui s'est passé en ton jeune âge que c'était déjà des signes que tu étais là-dedans? Je dirais que ça a commencé probablement avec la réalisation de l'hypersensibilité, réaliser que j'avais pas nécessairement, disons, le même niveau de tolérance sociale que tout le monde. Ou encore que certains contextes, certains bruits, certaines textures, certaines voix pouvaient profondément me troubler
Puis créer comme une absence de régulation chez moi. Bien entendu, je n'avais pas ces terminologies-là plus jeunes pour en parler. Ben non, t'es juste stressée. On tombait juste anxieux. Bien stressée. Puis, je ressentais beaucoup le besoin de m'isoler. Fait que j'ai découvert l'écriture, la musique, le dessin, la couture, ces formes d'expression-là comme très, 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 très jeune. Parce que très jeune, je vivais énormément d'anxiété face à mon hypersensibilité puis aux contextes sociaux en général, parce que je la sentais, la notion de différence. Je pense qu'on la sent tout le temps, qu'elle soit identifiée ou pas. Donc, oui, je pense que c'est comme ça que ça a été découvert pour moi. Cette suite subséquente entre l'inconfort et les grands moments de confort que je ressentais quand j'étais dans l'espace créatif. Ben oui, le flow. Oui, le réconfort. Moi, c'est comme ça. La première phrase, je me souviens, qu'est-ce qu'on disait à propos de moi tout le temps, c'est « t'es bizarre, t'es spécial ». Ma mère disait « non, t'es pas bizarre, Lénie, tu es spéciale ». Mais les amis, c'était « est bizarre ». Ma mère, c'est « est spéciale ». Donc, c'était le besoin de fit in au primaire, tu sais, qui amenait un genre de people-pleasing vraiment intense, mais de pas être capable de s'identifier vraiment à un groupe. Tu sais, moi, je me souviens que j'étais à l'aise avec une amie de temps en temps, mais j'avais un groupe à lequel je m'identifiais, mais c'était quand même relativement difficile. Toi aussi, ben c'est ça, exactement. Puis dans le groupe, j'étais la colorée de la gang, tu sais, of course. Et il y avait aussi comme, même chose, très jeune, le besoin de retraite, faire les choses par moi-même, dans ma petite bulle, les sons. Écoute, une de mes plus grosses phobies, là, c'est les ballons. OK? Ah ouais. Ah, mais écoute, ben. Puis ça commence... Explique-moi comment elle t'agresse. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse? C'est le son. Quand ça a commencé jeune... Moi, les ballons, les jeunes aiment ça. Moi, je détestais parce que je savais jamais quand ça allait éclater. Et ce type de son-là me mettait dans un état de panique incroyable. Tu faisais de l'anticipation. C'était anxiogène. Super, à cause du son. Donc, tous les sons trop forts, les gens qui parlaient trop fort. Moi, à l'école, sais-tu, à l'école, terrain de jeu. 5 ans, je pense même pas 5e année, 5 ans. Il y en avait un qui parlait vraiment plus fort que tout le monde. Et je pleurais à chaque fois qu'il se mettait à parler. Parce que c'était trop fort pour moi. Oui, alors j'avais identifié les voix fortes à des gens qui m'agressent. Fait qu'il y avait plein de petits trucs comme ça au niveau du son, moi, qui venaient me chercher. Le trop de monde, le son. Ensuite de ça, les genres de codes sociaux dont on doit être comme ça pour être accepté. Ça, c'était très difficile pour moi de comprendre ça aussi. Exact. Ouais. T'as vécu ça aussi? Absolument. Absolument. Fait que j'observais beaucoup. Ouais. J'observais la manière dont les gens interagissaient. OK, c'est ça le modèle à suivre. Ouais. Je vais y adhérer. Tu sais, mais c'est comme si c'était pas un mode défaut pour moi. Non, c'était pas naturel. Ouais. Puis c'est pas dans le côté marginal puis de faire les choses de façon rebelle, c'est ça. C'est plus le « Ah, comment ça se fait que ça fonctionne comme ça? » Ouais! Honnête curiosité. Ouais, exact. Je ne comprends pas. Puis l'hypersensibilité aussi. Puis là, après ça, en grandissant, tu sais, qu'est-ce que ça t'a fait vivre, adolescence et début d'âge adulte, cette neurodivergence-là qui était non diagnostiquée, si on veut, ou non établie par un thérapeute spécialisé? Ouais, ben, tu sais, c'était plus, pour moi, ça allait plus de l'ordre plus jeune de remarques. On m'appelait Cynthia la Lune, on m'appelait, tu sais, fait que ça passait beaucoup à travers le regard extérieur, tu sais, qui me disait, bon, ben, c'est pas normal la manière dont tu es vraiment dans ta bulle, tu sais. Pour moi, ça s'est traduit plus tard justement, en restant dans cette bulle-là, si on veut. Fait que je me suis mise, je suis très curieuse, je suis une personne qui adore lire, je suis très intellectuelle, très créative, donc c'est vraiment là-dedans que ça s'est matérialisé, tu sais, au niveau de trouver ton confort, te développer, trouver ta profession et tout. Jeune adulte, ce que ça a fait, c'est que c'est devenu autant, je dirais, un poids qu'un super pouvoir, en quelque part. Parce que ça m'a amené dans des zones d'hyper-focus dans ce qui m'apportait du confort et du réconfort. Et ça m'a amené à exceller, mais à un niveau, je veux dire, tout de même impressionnant. Tu sais, je suis allée chercher un savoir-faire traditionnel,
Puis je me suis vraiment donnée là-dedans, mais tu sais, corps et âme pendant le début de ma vie adulte. Fait que, tu sais, je dirais, au niveau professionnel, ce que ça a amené, ça a été beaucoup de méthodes de compensation par le travail, puis de vraiment... ma vie était complètement orientée vers ça. Tu sais, la créativité, c'est ça qui me faisait du bien. C'est devenu mon travail, c'est devenu ma vie. Donc, en quelque part, ça m'a amené... Oui, dans des méthodes de compensation où il y avait de plus en plus d'isolement. Tu sais, j'étais excellente pour communiquer ce que je vendais, excellente pour ça, mais dans des contextes sociaux, il y avait une curation ultra fine des gens qui étaient dans mon entourage. Et puis, au niveau de mes relations interpersonnelles intimes aussi, il y avait beaucoup de comment je peux dire, de dysfonction au niveau de la communication parce que à ce moment-là, j'avais pas non plus les outils pour parler de mon hypersensibilité, pour réclamer certains espaces qui sont censés m'appartenir pour mettre aussi des limites qui sont saines, tout simplement, autour de soi, tu sais. Ouais. Je pense que la notion de limite, elle prend une autre couleur quand t'es pas neurotypique. Donc, je pense que pour moi, ouais, c'est vraiment aller dans des méthodes de compensation au niveau de la performance, puis énormément d'isolation aussi. Ouais. Puis, si on fait juste revenir au centre, dans le sens que toi, c'est quoi tes étiquettes, entre parenthèses? On va appeler ça des étiquettes parce que nous, on aime ça, elles sont là. Ça nous indique comment pas vivre notre vie, mais comment adapter justement certaines limites, comment s'approcher. Ça va créer une ligne directrice pour être capable de vivre beaucoup plus fluidement. Et en même temps, l'idée, c'est de ne pas s'attacher en disant qu'on est tout ça. Mais quand même, pour le bien du podcast aujourd'hui, tes étiquettes, là, c'est lesquelles? Écoute, mes étiquettes sont non officielles, mais ça a vraiment été dans des recherches autonomes ou avec des amis, par exemple, qui ont eu ces conditions-là, qui ont été diagnostiquées, que je me suis reconnue là-dedans. Et puis là, ben, ça a amené, tu sais, acceptation, compréhension d'abord. Super rassurant. Ouais. Ça a amené à de l'acceptation, tu sais, sans que pour moi, ça soit... réellement une étiquette qui est officielle avec le domaine médical. Donc, je réfléchis en arborescence. J'ai plusieurs pensées connexes qui se passent tout à la fois. Je parle d'une manière très imagée. Donc, pour moi, si on avait à mettre des étiquettes, ce serait probablement le trouble d'attention avec hyperactivité cognitive et physique et probablement la douance aussi, parce qu'il y a cette pensée en arborescence là, qui est toujours là. Et cette espèce de système à deux vitesses à l'intérieur de moi. Alors, c'est soit ça va très, 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 très vite, parfois beaucoup trop vite, dans le sens où, au niveau des communications, ça peut être un peu difficile pour les gens de suivre, disons. Petit exemple. Ou encore, contraire, ça va aller comme très, 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 très lentement. Fait que, tu sais, quand mon intérêt est là, ça va très vite. Quand ça m'intéresse moins de motivation. Puis, beaucoup plus d'hésitation, de difficulté à démarrer puis à terminer les choses. Donc, pour le langage populaire, ADHD. avec douance. On va peut-être avoir beaucoup de recadrage dans cette échange. Mais les deux. Mais c'est comme ça que nous, c'est ça qu'on a vraiment, comme on a appris, on s'est outillé les deux aussi là-dedans, parce que moi, de mon côté, ça a été diagnostiqué à mes 37. Spectre du HPI-HPE, tu sais, à 60-40. Fait que HPI à 40 puis HPE à 60, tu sais, environ. Dans ces spectres-là, ça allait expliquer beaucoup de choses. Donc, l'hypersensibilité au potentiel émotionnel et au potentiel intellectuel, qui amènent les deux façons de cadrer soit l'émotion et soit le côté intellectuel. Tu sais, le pourquoi du comment, moi, de mon côté, la nuance est difficile à faire, le pont. Tu sais, c'est comme... J'étais en formation présentement de PNL, ça a été très, très drôle. Ben, c'est pas de PNL, de coaching, c'est un approfondissement. Puis on avait un... Est-ce que je suis crampée parce que... Moi, je ris déjà. Ah ouais, tu ris déjà. Parce qu'on avait une fiche détaillée, genre, du participant à remplir avec des questions. Et là, moi, tu me donnes une question, je te fais une réponse, là. C'est une ligne, là, c'est mon HPI, là. Mais la formation, on voulait du jus. Moi, non, j'ai HPI. Là. Ben, tu veux, combien ça va? 0 sur 10, pourquoi? Tant sur 10, réponse. Tant sur 10, réponse. Après, de faire, OK, Olénie, j'ai besoin que tu approfondisses. Là.
Faut que j'aille dans l'autre spectre, l'hypersensibilité. OK! Reprendre la feuille. On change de mode. Et là, je la relis avec mon HPI. Je fais, OK, là, faut que je rentre dans le HPE. Et là, c'est pour ça qu'il s'est passé ça. Attends. Je m'incarner dans mon mode émotion. C'est ça. C'est comme ma tête, c'est comme les bonhommes d'Inside Out, genre, OK, mais ils se mêlent pas. Tu comprends? Genre, il y en a un, il y a l'autre, il y a un, il y a l'autre. Puis moi, j'apprends avec Denis le psy. Holy Denis pour Cynthia. On l'aime les deux. Mais avec Denis le psy, à mettre les ponts à ce que les petits personnages fassent équipe vraiment ensemble. Parce que moi, c'est comme il y en a un, puis là, j'oublie que l'autre existe, tu sais. C'est l'hyper-focus, on s'entend. Donc, on a vraiment vu ma neurodiversité en fin de semaine parce que quand mon prof m'a dit « Qu'est-ce que ça t'a fait de remplir cette fiche une deuxième fois? » J'étais là, il a fallu que je rentre à l'intérieur. Au début, j'ai répondu à tes questions. Excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je dis là, j'ai répondu à tes questions, puis après ça, tu sais, OK, là, je me suis autorisée à, tu sais. Donc, de mon côté, c'est le fameux pont. Puis la notion d'écart que ça donnait avec les autres quand j'étais plus jeune, c'est que des choses intellectuelles que moi, c'est ça, là. Puis c'était comme, pourquoi est-ce que c'est autant compliqué, la phrase, c'est celle-là? Pourquoi il y a 46 nuances? C'est moi, le sarcasme, je le comprends pas. Les mots entre les mots, je le comprends pas non plus. Tu sais, si on n'est pas clair avec moi, entre les lignes, ça fait pas partie de la... J'arrive juste pas à les voir. Fait que j'ai l'air quasiment nouille quand quelqu'un me fait un message subtil. Moi, le mot « subtil » n'existe pas dans ma carte. C'est genre... Ou tu peux avoir l'air trop direct, ou tu peux avoir l'air de te faire dire « Oh mon Dieu, c'est rude ce que tu viens de dire, tu sais. » Parce que justement, souvent, les neurodivergents, la palette de nuances émotives est moins grande. Et voilà. Ouais. Elle est moins grande, elle est plus franche, moi, je trouve. Tu sais, notre rose, il est fluo avec de la paillette. Il brille, c'est de tous ses feux. Ben oui. Et le noir, il est profond. Très noir. Le noir, il est dense. Ça va loin, là. Il t'absorbe, il t'attire. C'est ça, là. Il y a tout ça, là. Fait qu'il y a les deux, tu sais. Fait que, tu sais, enfant, ado, quand tu sais pas que t'es faite de même, là, c'est ça, la notion d'écart qui arrive. C'est que les gens t'observent à l'extérieur, puis comme t'as dit... tu t'isoles à cause de ça. Et là, c'est le côté artistique, souvent. Tu sais, il y en a que ça va être les scientifiques, hein, ils vont être vraiment, genre, les jeunes, ils vont aller dans la science, puis ils vont être vraiment là-dessus, puis ils vont s'isoler là. Puis t'as nos artistes comme toi et moi. Moi, ça a été la danse. La danse m'a autorégulée. Je vais comme, OK, j'ai pu me permettre d'aller dans des phases émotionnelles, les vivre, le réguler, je me sentais valide. Et là, je me suis, comme toi, accrochée à l'étiquette du travail. Tu sais, toi, ça a été maître tailleur, donc tu sais, tu as fait ça. Les deux, on a fait des métiers d'exception très jeunes. J'ai monté une école de danse, j'avais 18, maître tailleur, t'étais toute jeune aussi. Tu sais, fait que les deux, c'était un focus, on régule, on s'en va, on build ça au max, mais à un moment donné, l'étiquette, elle tombe, hein. Tu sais, mettons, notre moyen de compensation, il craque. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui t'est arrivé aussi. Mm-hmm. Hein? Et dans ce temps-là, explique-moi donc ce qui se passe. Oh là là, c'est la dérive, c'est la dérape totale. Mm-hmm. Pour moi, ça a commencé avec un burn-out, 2 burn-out, 3 burn-out. Oui, mais les burn-out deviennent un mode de vie à ce moment-là. Exactement. On est comme, oh, je suis un peu fatiguée. Les neurodivergents burn-out, c'est juste ça. Il me semble que je suis plus stressée que le mois passé. Ouais, vraiment. Puis tu comme... Mais... ouais, cette réalisation-là est venue avec les burn-out à répétition, puis aussi les répercussions qu'il y avait dans ma sphère sociale, dans ma sphère intime. À un moment donné, je pense que la première pensée qui est venue quand le système a brisé, c'était et je m'en souviens, c'était un moment particulier, « Sortez-moi de moi ». Hey, mon Dieu, j'ai dit la même affaire. Toi aussi? J'ai dit... Oh, mon Dieu, j'ai un frisson. J'ai dit exactement ça. Sortez-moi de moi. J'ai dit ma tête... J'ai sorti ma tête de mon corps. Ça marche plus. Ouais. Ouais. Et c'est beau parce que ça ramène en quelque part à l'image de la bulle. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça. J'en peux plus d'être dans cette bulle. Je suis hypersensible, je me protège là-dedans. C'est une couche, c'est une peau, c'est une bulle, c'est une protection. C'est un masque, on pourrait appeler ça. On pourrait mettre plein de termes intéressants sur la chose. Mais
Et c'est de se dire, et de réaliser qu'au fait, c'est pas ton identité. C'est une méthode. Et là, quand tout ça, ça lâche, la deuxième chose qui me passe par la tête, c'est probablement, mais qui suis-je? Si je suis pas ce que je crée, si je suis plus cette personne de haute performance-là, qui est-ce que je suis? Parce qu'il n'y a rien d'autre qui semble fonctionner que ça. Et ça ne fonctionne plus. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Ça a été un moment comme... creux, difficile. Parce que ça demandait de se poser des questions qui allaient au-delà des perceptions qui étaient conscientisées, tu sais. Mais exact. Puis là, c'est de lâcher ces perceptions-là qui reviennent, puis de dire « Ah, ça doit être ça, ça doit être ça. » Puis ça, là, guys, quand on commence à avoir cette réflexion-là, quand notre moyen de compensation éclate, OK, ou qu'on n'est plus capable, justement, de cette structure de l'ego-là, ça prend pas 3 semaines se poser les questions. C'est une question d'années, puis je me permets de dire ça. Oh oui. C'est une question d'années. C'est de la reconstruction parce que c'est des masques de l'ego qui ont tellement été collés proches de notre structure pour nous protéger que lorsqu'ils éclatent, c'est comme s'ils ouvrent, mais c'est encore collé comme un œuf cuit dur qui reste de la coquille. Puis il reste toujours un petit grain fatigant quelque part, tu sais. Ouais. T'es comme, oui, ça fait trop longtemps qu'elle fait cuire, c'est exactement ça, tu sais. Puis la coquille, elle reste pognée, puis là, tu l'enlèves, là, tu la sens, puis il y a le jugement à travers ça. Parce que, tu sais, la notion des corps amenait ça, hein. C'est de, OK, on se faisait juger quand on était plus jeune parce qu'on était différents, autant par notre famille que même nos amoureux, tu sais, au niveau de la sphère amoureuse. Trouver un amoureux qui est dans le non-jugement, de l'acceptation, de la neurodivergence, si tu pognes un neurotypique, c'est rochant, là. Faut qu'il soit ouvert et très, 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 très ouvert, tu sais, on s'entend. Oui. Ou un neuroatypique qui le sait. Oui, c'est ça. Oui, non. Un qui le sait. Un neuroatypique. Oui, c'est ça, exactement. On pense à un éventail d'expériences ici. Et ça, mon Dieu Seigneur, parlons-en. Au pluriel. Au pluriel. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, qu'on arrive là-dedans, le non-jugement qu'on a par rapport à soi, là, faut c'est nous qu'on doit se l'offrir, avec cette acceptation-là. Puis la peur, parce que ce système de défense-là, quand il tombe, c'est le qui suis-je vient avec un « Wow, attends, là. Est-ce que je suis en sécurité? Où sont mes repères? Où sont mes skills, finalement? » Tu sais, il y a comme tout ça. Parce qu'on s'entend que quand ça, c'est pas ciblé jeune, puis que t'as pas eu l'accompagnement nécessaire, et Dieu merci, nos enfants, maintenant, c'est ciblé très jeune, tu sais, et ça, je suis très reconnaissante de ça. Ta vie se bâtit avec des moyens de compensation pour t'auto-réguler. Absolument. Que ce soit, tu l'as nommé, le travail, l'art, l'identification à une structure, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue. Après ça, c'est des diagnostics par-dessus diagnostics de burn-out, de dépression, de ci, de ça. Prends un activant. Ça finit plus. Jusqu'à temps que tu te fasses dire « Hey, t'as une neurodivergence, voici, ça fonctionne de même. Ton hypersensibilité a amené ça. Donc oui, t'es plus blessé que la moyenne avec telle situation. Donc oui, t'as la petite zone tampon dans le cerveau, elle est plus mince que tout le monde, fait que tu ressens tout plus, donc oui, t'as besoin de mettre plus de limites. Et c'est drôle, c'est à 40 ans qu'il faut que tu le nommes, fait que bonne chance pour déconditionner ton entourage. C'est un peu ça. Oui. C'est ça le résumé. Voilà. Ça me fait l'épisode. Non, c'est pas vrai. Ça me fait rire parce que ce que tu viens d'exprimer, tu sais, le « bonne chance », c'est quelque chose que je pense, c'est un passage obligé. Oui. Puis c'est super déstabilisant parce que là, tu te rends compte que dans le fond, tout ce que tu as construit, c'est parce qu'une méthode de compensation, c'est une méthode de fonctionnement. Oui, totalement. Relié à des pensées automatiques. Tu y réfléchis pas, ça se fait tout seul. Là, tout d'un coup, on te dit « Attends-toi là. Ça fonctionne pas comme ça pour toi. » Ben, je t'annonce que tout ce que tu as fait jusqu'ici pour compenser, ça fonctionne pas avec toi. Mais moi, j'ai pas de réponse à te donner. C'est toi qui vas devoir les trouver. Tu sais, sur le coup, il y a comme un passage obligé de « Ah, je sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça. Moi, sur le coup, j'ai trouvé ça très paniquant, tu sais, parce que tu perds tous tes repères. Ouais. Et tout d'un coup, on t'invite à les créer à nouveau. » Je pense que les deux, c'est différent. Les deux, on porte la pensée en arborescence. C'est cette pensée en arborescence qui fait qu'on panique plus vite que les autres. Et je définis c'est quoi. Bien,
Ouais, ça en amène une, ça dépend, là, mais on panique. Ça veut dire que s'il y a un scénario catastrophe, il va en catastrophe en arborescence. C'est plus ça, OK? Donc, arborescence, c'est un point précis. Au lieu d'amener une ligne, genre un point s'en va à une ligne droite, un point va aller comme un feu d'artifice, va ouvrir plein de points. Et ces points-là vont ouvrir d'autres points. Fait qu'imaginez vraiment le feu d'artifice qui monte dans le ciel. Quelqu'un qui n'a pas une pensée d'arborescence, ça va faire un petit pouf, là, tu vas voir la lumière. Une pensée en arborescence, ça va créer un feu d'artifice pack, puis dans le feu d'artifice, il y en a un autre pack, et pack, et pack. Il y a des formes de feux d'artifice qui font ça, là, ils font comme un jet, puis ça fait plein de petits... Ça, c'est la pensée en arborescence. Quand il y a un déficit du trouble d'attention comme Cynthia a un ADHD, la pensée en arborescence, c'est dur de revenir à la première pensée. Hein? Fait quand on dit « bonne chance », là, il faut que tu reviennes à la première pensée. De mon côté, je l'ai vécu différemment parce que moi, je suis capable de revenir à la première pensée. T'sais? Donc, je m'en vais en arborescence. Sauf que si mon hypersensibilité est trop, là, je peux pas revenir à la première pensée, sûr et certain. Genre, il y a une déconnexion de la première pensée ou du stimuli, tu sais. Oui, ce qui est normal puis conséquent avec la mémoire aussi. Dès qu'il va y avoir une charge émotive qui est négative, disons, un peu plus élevée, bien, ça va influencer l'encodage de la mémoire. Ça va être plus difficile de s'y retrouver au niveau de sa mémoire à court terme, par exemple. Ah, bon, mon Dieu, totalement, là. Puis tout d'un coup, tu as les brain fog qui viennent avec ça, puis là, on parlera pas de la préménopause à travers ça, mais tout ça... Prochain podcast. Mais là-dessus, tu as nommé quelque chose de très important, puis j'aimerais qu'on fasse du pouce, parce que les deux, on a eu des outils d'autorégulation, tu sais. Le mouvement, on parlait de musique tantôt, on parlait de l'art, on parlait de... Tu sais, il y a eu plein... La nature, marché, il y a plein de choses, tu sais. Mais là, toi, tu as décidé de commencer des études en hypnothérapie pour devenir hypnothérapeute. Puis, tantôt, tu as nommé qu'un conditionnement, c'est une répétition, tu sais, qu'on fait. Donc, puis un moyen de compensation, c'est qu'on se conditionne dans une répétition, ça nous fait compenser, puis là, on construit. Donc, toi, un des outils qui t'a vraiment aidé, bien, c'est ce conditionnement-là de l'autre côté. Donc, on parle d'auto-hypnose et autosuggestion. Tu veux-tu m'en parler plus, s'il te plaît? Parce que c'est vraiment propulsant, puis je pense que tout le monde gagnerait à connaître ça. Est-ce que tu as envie que je vous explique un peu quelle était ma zone de contact? Oui! Ouais, ouais, okay. Vas-y. Ouais, la zone de contact, c'était, au fait, j'étais en train de me resituer professionnellement. Puis, j'ai amorcé un bachelier en beaux-arts. Puis là, j'arrive dans ce contexte-là avec toute mon expérience. Avec une autre transgénérationnelle, avec, en tout cas, bref, il y a toute une... Ah ouais, les Gen Z, toute l'équipe. Ouais, mais je veux dire, c'est un contexte qui est particulier, tu sais, puis je pense que pour moi, pour quelqu'un qui a maîtrisé le geste, qui est vraiment devenu un maître dans ce qu'il fait, ben c'est quand même difficile pour l'ego, tu sais, de dire « Ah, tu vas recommencer à marcher maintenant », tu sais. Mm-hmm. Fait que au niveau du processus créatif, j'avais tendance à me censurer beaucoup. Puis, l'hypnose est venue vraiment comme une méthode pour reconnecter avec la créativité. Après qu'il y ait eu cette fracture, justement, dans le burn-out, un retour à l'exploration d'une autre sphère de la créativité. Mais là, la voie du jugement, elle ne pouvait plus s'arrêter. Et puis, on m'avait déjà enseigné l'auto-hypnose, très jeune. Et puis, je me suis dit, ben, essayons pour le fun. Puis là, ça m'a amené à être dans des espaces de relaxation profonde où là, je commençais à connecter avec mon inconscient. Puis, je pouvais créer librement. Tu sais, j'ouvrais mes yeux, j'étais comme « Wow! » Tout était clair. Et là, je me mettais à dessiner. Puis ça a vraiment été ça, tu sais, l'introduction. Puis j'ai commencé à créer, puis à me rapprocher de moi. Là, tout d'un coup, mon système nerveux commençait à se réguler de plus en plus. Parce que je faisais des crises de panique à un certain moment pendant cette période-là. Fait que doucement, de moins en moins de crises de panique. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une application thérapeutique à l'hypnose aussi. Fait que c'est ça qui m'a amenée vers cette réalisation-là, que je l'utilisais comme un vaisseau pour la créativité, mais qu'il y avait des applications au niveau thérapeutique que moi, j'ai vécu.
ça m'a donné envie d'aller explorer le monde de l'auto-hypnose, je devrais dire. Parce que toute hypnose est auto-hypnose. Donc, dans le fond, c'est comme si j'avais réussi à trouver une manière d'utiliser la manière dont je m'auto-suggérais toujours des choses. Pensée rotative, pensée en arborescence, pensée, on s'entend, ça fait des retours. Comment l'utiliser à bon escient? Parce dans le fond, l'état d'hypnose est soutenu par le concept de la suggestion. La suggestion, c'est simplement une idée, mais une idée à laquelle on adhère. Si on se le suggère, c'est parce qu'on y croit. Ça nous ramène au concept des croyances aussi avec lesquelles on travaille beaucoup en coaching, autant dans toutes les formes de thérapie, bref. Mais donc c'est ça, tu sais, l'autosuggestion, c'est quelque chose qu'on fait déjà naturellement, sans arrêt. On le fait pour nous. On l'entend dans les communications qu'on entend, que ce soit dans le marketing, dans le commerce, dans tout ce qui est professionnel, dans tout ce qui est dans le domaine éducatif, médical, j'en passe, tu sais. Donc, c'est partout. Mais l'autosuggestion, c'est de identifier ce qui nous fait du bien de se suggérer. Et donc, qui va créer un impact qui va altérer nos croyances et donc altérer nos perceptions, notre régulation émotive, puis les actions qui vont en découler aussi par la suite. Bien, c'est Tony Robbins qui disait ça, je pense que oui. Il parlait du fait que ça prend beaucoup d'énergie de tomber dans un état dépressif parce que c'est une répétition de mots dépressifs dans ta tête. Et après ça, une répétition de schémas. Il nommait que ça prend la même énergie pour ressortir de là aussi, tu sais. Il dit en même temps, le cœur est wired for love, donc ça prend moins d'énergie quand on tombe dans l'autosuggestion, de sortir d'un état qui est plus dépressif. Là, je parle pas d'une dépression, je parle d'un état dépressif. C'est deux mots complètement différents, là, tu sais. Absolument. Donc, sortir d'un état dépressif, on peut le faire avec l'autosuggestion, qu'on arrive de l'autre côté. Puis même Dr. Daniel Amen en parle beaucoup aussi, hein, de la façon qu'on programme notre cerveau dès qu'on se lève le matin, change vraiment la façon qu'on va aligner notre journée. Puis, ces phrases-là dans notre tête, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont en rotation constante. Hein. Elles pop, elles arrivent. On a à peu près 60 000 pensées constamment, puis à peu près 14 000 qu'on a accès dans une journée, puis il y en a qui ont des thèmes. Fait que c'est ça qui est intéressant, parce que quand on arrive, on commence à maîtriser l'autosuggestion, on est capable de voir nos thèmes passer, de s'arrêter et de les transformer. Moi, c'est ce que je fais. Tu sais, j'avais commencé à faire ça. Quand j'ai une phrase qui revient, mettons, je vais nommer la phrase que je nomme le plus parce que ça en est une que moi, je me suis nommée puis qui m'a mis dans un état dépressif à un moment de ma vie. Je l'ai attrapée, mais je l'ai attrapée comme après, quand j'ai fait une rétrospection, tu sais, pour faire comme, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis rendue là? Non, mais parce qu'au début, c'est juste des murmures, hein? Exact. On les entend pas. On les entend pas. Oui. Moi, c'était la phrase « je t'aboute ». Mais je me l'associais. Fait que j'étais comme, je tombais à bout, je t'aboute. Fait que là, je me disais, je t'aboute. Lourdeur, dans ton corps, dans ta dans tête, tout, partout. Oui. Mais tout de suite, je commençais ma journée que je t'aboute. Fait que là, à force de me dire ça, ben là, il y avait d'autres pensées qui allaient avec ça. Fait que c'était une rotation. Puis l'expression, je la nommais. Puis des fois, c'est assez populaire au Québec, je t'aboute. Tu comprends? Cette phrase-là, elle était assez populaire. Conditionnement sociétaire. Et voilà, on est là. Fait que, tu sais, on arrive. Puis moi, ça m'avait mis dans un état non ressourçant incroyable. Avec la première phrase, j'y croyais pas pantoute. Quand j'ai commencé, c'était « C'est une magnifique journée ». Je me levais le matin, mais je sentais la lourdeur du « je t'aboute », mais je me disais « Ça va être une magnifique journée ». Et je filais pas guys en plus, tu sais, mais le fait de me répéter ça a fait que « je t'aboute » du matin, lui, est parti. Avec cette répétition-là, tu sais. Puis il y en a plein ensuite, tu sais. On peut y aller avec peu importe quelle phrase. Puis on n'est pas dans une pensée magique ici, on est dans un conditionnement de répétition. Voilà. Puis tu m'as fait travailler de quoi? Parce que j'ai passé un épisode de gros débalancement hormonal cet été avec activation de choc post-traumatique. Puis Cynthia m'a beaucoup accompagnée là-dedans en tant qu'amie, puis en m'envoyant des trucs d'hypnothérapeute. Puis, tu sais, quand tu m'as dit, OK, là, tu vas parler à ton système hormonal, puis tu vas te répéter la phrase et tu vas te mettre un timer et tu ne déroges pas tant que ton timer, il n'est pas fini. Et ça, c'est venu vraiment me chercher parce que habituellement, on le fait de façon naturelle, hein?
on se met pas de timer, puis là, on médite, ou on se fait d'autosuggestion, puis on pense que ça fait 2 heures, puis ça fait 6 minutes, tu sais. On a tellement plus la même relation au temps. C'est incroyable. Fait que quand on fait le timer, au moins, parce que c'est pas l'ego qui va prendre l'info en disant, là, c'est assez, puis là, tu te réveilles, puis ça fait juste 6 minutes. Ça va être, OK, là, je me dépose, c'est que je dépose un plan de sécurité, je le sais que ça va m'éveiller, puis là, tu t'entraînes à rester là. Puis là, je suis rendue à du 25-30 à cause de ça. Fait qu'au début, oui. Mon petit timer, il est rendu là. J'aime bien ça. Fait que là, tu sais, la phrase a commencé de même. J'ai fait ça tous les matins, j'ai fait ça un 10 minutes, puis je me suis dit les phrases, et les phrases, et les phrases, et les phrases. Et oui, j'avais d'autres techniques aussi, parce que moi, je suis beaucoup dans la somatique aussi. Il faut que je le bouge, il faut que je marche, puis il faut aussi que je fasse attention à ne pas me surentraîner pour élever ma cortisol. Parce qu'élever ma cortisol enclenche tous les hamsters dans ma tête qui sont reliés au stress, fait que ça, on veut pas. Mais ces phrases-là, cette autosuggestion-là m'a amené après à continuer avec d'autres phrases. Fait qu'à tous les matins, je commence ma journée avec d'autosuggestion sûr et certain. Puis dès que je peux dans le jour, je repars avec « je suis », peu importe c'est quoi que j'ai besoin dans cette phase-là de ma vie, tu sais. Et ça me conditionne parce qu'après ça, lorsque je pars dans une phase où est-ce que je suis moins en ressources, vu que je me suis conditionnée, tout de suite, mon inconscient et mon conscient me ramènent en faisant « Hey, check cette phrase-là, est plus le fun. Répète-toi-la maintenant, tu la connais. » Oui. Quand tu l'as répété suffisamment de fois dans un état où tu es très relaxé, ça favorise l'encodage. Donc, l'inconscient amène le message au conscient. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, tu la retrouves, cette phrase-là. Hop! A fait son apparition dans ton champ conscient. Je trouve ça super intéressant que tu aies dit que tu commences ta journée comme ça. C'est le cas pour moi aussi, toujours. Et que tu aies pris le temps de mentionner aussi que tu vas t'arrêter à quelques reprises dans la journée et identifier ce dont tu as besoin. Oui. Les neurodivergents, naturellement, la plupart d'entre nous n'ont pas tendance à faire ça et c'est ça l'antidote. C'est de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps de respirer, se respirer pour se réguler, se parler pour se réguler, s'arrêter, se faire du bien à nos sens pour se réguler. C'est vraiment ce qui fonctionne bien avec nous. Avec les neurotypiques aussi, j'imagine. Tout le monde a besoin de s'arrêter à la fin de la journée. Peu importe. Mais je pense que chez les hyper, puis chez les hyper, c'est encore plus important. Ben oui, parce qu'on ressent tout beaucoup plus. Puis après ça, il y a cette notion aussi de ressentir et de pas ressentir. Ça, c'est quelque chose qui est fascinant. Quand on tombe dans la performance, on ne ressent plus rien. Donc, la notion de temps n'existe plus. On s'en va juste en goal-driven et on va brûler notre batterie intérieure. Puis c'est long avant qu'on s'en rende compte. Je dis « on » parce que je sais que toi, tu fais partie de ceux-là aussi. Je vais dire « je », mais je vais dire « on » parce que c'est... tout à fait on peut dire « on ». Oui. On peut dire « on ». C'est très à propos. Très à propos. Moi, je l'ai senti aussi au niveau du corps, au niveau des blessures physiques. Tu sais, je sentais pas mes blessures. C'est long maintenant, il faut que je m'arrête. Est-ce que j'ai vraiment mal? Puis je me souviens que le shot que ça l'a fait, c'était le plus criant. J'avais sorti mon tibia de sa luxation et je pensais que j'avais une bosse. Fait que j'avais continué, moi, là. Je dansais, je marchais, tout est beau. Puis là, j'ai fait comme... C'est un peu bizarre, cette bosse-là. Je vais aller voir ma chiro. Ma chiro, je disais « Hey, Martine, je suis supposée aller faire du patin ce soir. Tu veux-tu taper mon genou? » Elle me dit « Ça, c'est pas une bosse au léni, c'est ton tibia qui sort de ta luxation. » Je dis « Oh! » Hey boy. Elle dit « Qu'est-ce que tu fais debout? » Je suis plus que debout, là. J'ai dansé, j'ai marché, j'ai tout... Je fais 3 auditions aujourd'hui. Tu comprends? C'est ça. Là, quand elle m'a dit, là, c'est tes ligaments, tes pattes doigts qui sont complètement stretch. Elle a fait sortir. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait un saut en danse contemporaine, puis j'atterrissais sur le tibia, mais là, techniquement, j'ai atterri sur le genou 1 ou 2 fois, puis j'ai continué de le faire, puis d'après moi, ça a sorti le truc, mais je trouvais que j'étais un petit peu raquée quand je montais les marches, mais tu sais, j'étais tellement dans ma tête que j'avais pas senti. Ça, c'est ma plus grosse exemple, là, tu sais. Je sais qu'elle fait... Chaque fois que je la compte, tout le monde est comme, il semble que c'est évident, le tibia qui sort de la luxation. Je suis comme, non, pour vrai, c'est pas évident. Quand tu portes ce côté-là d'être capable de shut down ta sensibilité carrément, pour tomber dans ta tête, c'est quand même solide, mais la journée que tu retombes dans ton corps à l'eau, là, c'est là que tu arrives dans un terrain que là, tu brûles de tout bord, de tout côté. Quand tu fais ces escalades-là, puis le fait de s'arrêter souvent dans la journée, comme tu as nommé, nous empêche d'aller là.
C'est des routines qu'on doit se faire. Puis on voit que des enfants hypersensibles, neuroatypiques, ADD, ils vont aller dans des limites, des impulsivités tellement fortes, ils vont essayer de s'empêcher de dormir parce que là, leur cerveau va trop loin ou ils ont eu trop de stimulation, ils vont aller loin. Mais après ça, il se passe quoi? Ils sont brûlés, ils sont malades, ils sont plus capables de se gérer. Tu sais, on le voit, cet élastique-là. Puis on peut le faire avec nos enfants, des arrêter souvent dans le jour. Faire « Hey, tu te sens comment, là? On prend-tu une petite pause ensemble? » Comment tu peux faire pour t'autoréguler maintenant, tu sais? Oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Ouais. Maintenant, c'est un mot qui est super important. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent quand je m'arrête. Je dirais peut-être une fois aux heures. Je me dis, ici, maintenant. Je vais être certaine que je suis ancrée. Parce que je sais que pour moi, c'est facile de partir dans un mode hyper-focus. Puis c'est facile d'être en abnégation de certaines sensations. Puis je pense qu'encore une fois, ça nous ramène à la notion de la méthode de compensation. Tu es tellement habitué qu'il y ait cette différence que tu l'absorbes tout le temps. Puis, ben, ça se peut très bien que ça soit absorbé de manière physique aussi. Je t'écoutais parler de ce qui s'est passé avec ton genou, avec ton tibia. Moi, ça a été la même chose avec mon cou puis avec mes épaules. Tu sais, le travail que j'exerçais, ça demandait des positions particulières. Puis, il n'y avait jamais de plafond de temps. C'était toujours orienté autour de l'objectif. Fait que mon corps est devenu un vaisseau que je ne considérais même plus. Puis après ça, je me suis retrouvée avec des problèmes de cou majeurs, puis des problèmes posturaux. Puis il a fallu réapprendre, reconnecter avec le corps. Et là, tout d'un coup, et ces sensations-là étaient... c'était beaucoup à apprendre là, quand tu reconnectes avec tes ressentis, au fait, quand tu arrêtes de les voiler, de les masquer, de t'en cacher et compagnie. Exact. Oui, surtout quand, justement, tu as eu un stretch que tu ne les as pas sentis. J'en avais parlé dans un autre épisode. Je me souviens plus à propos de quoi, mais que je parlais de cette hypersensibilité-là, de la compensation, moi, de sentir les émotions. Parce que ça me désorganise. Une grosse émotion, souvent, ça peut vraiment me désorganiser. Maintenant, je le sais. Je fais comme, OK, je vais partir en éclatement d'étoiles. Et en même temps, mon premier... Quelle belle image. Merci. Oui. Les étoiles éclatent. Et en même temps, c'est quand même inconfortable parce que mon premier mécanisme, c'est quand même de ne pas y aller. Hein? Puis où j'y allais à 10 20 là, je suis comme, c'est assez. Tu sais, mon petit 20 that's enough, j'ai touché. C'est correct. Puis le sang, c'est pour ça que je dansais, c'est que le sang était tellement fort qu'il fallait que je le bouge. Hein? Puis là, maintenant, en ne dansant plus, non, c'est pas vrai. Hey, ça a été fort de dire ça de même. Comme carrière professionnelle, c'est plus ça que je veux dire. Je danse encore, mais professionnellement. De toucher ces émotions-là à 100%, je dois réapprivoiser comment je les transforme, tu sais. C'est une autre forme de courage à développer. Passer du courage à développer parce que tu assumes que tu sais rien, puis que tu t'en vas dans une blessure et que tu ne sais rien. Et en même temps, c'est là que l'autosuggestion, je reviens là parce que je trouve ça puissant, puis je veux vraiment que le monde rentre en contact avec ça, OK? Oui. C'est là que moi, de mon côté, là, je suis en sécurité. C'est mon mantra tous les matins. Là. Fait que je m'assure que je suis en sécurité dans mon propre corps parce que c'est ça, moi, à l'extérieur, ça va, je me sens safe. Dans mon corps, c'est une autre histoire. C'est une des raisons pourquoi j'ai fait de l'anorexie longtemps aussi. Je me sentais pas safe dans mon corps. Donc, tu sais, je me sens en sécurité, je suis en sécurité. Pour moi, c'est mon autosuggestion à tous les matins. Comme ça, je me prépare à peu importe ce qui va être dans l'émotion, je le sais que je suis en sécurité pour les vivre à l'intérieur de moi, que j'ai les outils. Même si mon conscient le sait, mon inconscient qui est mon intelligence innée ou la partie sage qui sait, celle-là, des fois, tu sais, elle me ramène des trucs, puis si je suis pas capable d'aligner le conscient, je peux me tomber en désorganisation. Donc, tout de suite en programmant mon intelligence innée, puis dire, cette partie, tu sais, je suis en sécurité, tout le monde est safe, tu sais. Puis là, est-ce que tu peux me donner un exemple d'autosuggestion qu'on pourrait offrir à ceux qui nous écoutent? Parce que s'ils font comment, c'est bien beau qu'ils disent ça, mais c'est quoi de l'autosuggestion? As-tu un exemple de comment on pourrait faire ça? Ben, premièrement, je pense que j'inviterais nos auditeurs, auditrices à considérer vos pensées.
Qu'est-ce qui se passe quand il y a une pensée qui passe? C'est une autosuggestion. Mm-hmm. Donc, la pensée va murmurer. Peut-être qu'on va l'entendre, peut-être qu'on va pas l'entendre. Par contre, elle va être ressentie. Elle va être ressentie dans le corps, une petite tension, mon épaule, mon cou, quel que ce soit, quelle partie du corps que ce soit. Il va y avoir une émotion aussi qui va se présenter. Colère, tristesse, joie. On pourrait faire le tour de la roue, là. Mais parlons ici de quelque chose de négatif, là, parce qu'on parlait de l'autosuggestion comme étant un outil pour se sentir mieux. Mm-hmm. Mais donc, s'il y a cette pensée négative-là ou cette autosuggestion négative-là qui se présente, cette schématique de pensée, ben il va y avoir une répercussion dans le corps. Mm-hmm. Fait que moi, je vous inviterais peut-être à commencer par identifier... quand je vis un inconfort ou que je ressens ce resserrement dans ma poitrine ou que je sens cette émotion vive, avant d'agir, je me donne le droit de faire une pause. Oui. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis sentie comme ça. Qu'est-ce que je me suis dit avant de me sentir comme ça? Si on se pose la question, puis peut-être que la première fois, ça ne fonctionnera pas, mais plus on se pose la question, plus ça va devenir naturel. Et là, il va y avoir une phrase qui va sortir. Cette phrase-là, ça va être une idée, une pensée, une croyance. Bon, peut-être qu'elle vient plus souvent sur la rotation, peut-être qu'elle vient moins souvent, mais bref, ça nous permet de l'identifier, puis de la recalibrer, puis de, là, créer une autosuggestion. Disons que ma pensée, c'est « Ah, ça m'arrive tout le temps ». Bon, là, j'ai une réaction d'anxiété. « Ah, je le sens, j'identifie. » Ben, est-ce que c'est réaliste de penser que ça t'arrive tout le temps, que ça m'arrive tout le temps, ce qui vient de se passer, ou... Non, ça l'est pas. Mais si c'était mon meilleur ou ma meilleure amie, qu'est-ce que je dirais? Ouais, ça t'arrive en ce moment. C'est correct, ça va aller. T'as fait de ton mieux. Fait que ça peut devenir l'autosuggestion. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Je ferme les yeux. Je fais de mon mieux. Le ressentir. Ouais. Je fais de mon mieux. Ouais. Puis, là, il va y avoir une réaction physique. Ton corps va se détendre, ton émotion va changer, l'action qui va en découler va être teintée aussi. Donc, identifier peut-être l'autosuggestion négative pour créer ces autosuggestions positives, ça peut être un super beau point de départ. Puis y aller avec justement la phrase au jeu, maintenant, puis répéter, répéter. C'est un ancrage, c'est comme le mouvement autonomie, hein, le corps le ressent. En danse, c'est pareil. Faut qu'on arrive à faire un mouvement puis qu'on le maîtrise. On l'a fait à répétition, puis à un moment donné, ça devient une seconde nature. Puis dès que le prof fait « OK, positionnez-vous pour ça », boum, la posture s'aligne, le corps le sait, la musique à part, l'ancrage se fait. Le corps sait, hein? Donc, tu l'as nommé. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Tu sais, souvent, les gens vont venir me voir, même toi aussi, ça va en hypnose, moi en coaching. J'ai une boule. OK, elle veut dire quoi? Tu sais, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Parce qu'elle te parle. Elle te parle, elle, c'est le messager, tu sais, genre. Puis là, c'est comme, mais je veux juste qu'elle s'en aille. Ça, je me fais dire tellement souvent, puis c'est parfait. Oui, mais ne-tu pas le messager? On veut pas! Non! On veut le message. Ensuite de ça, il faut aller voir le roi, il faut comprendre le pourquoi du comment, lui, il fait ce message-là. Il y a de l'or dans cette crampe-là, là. Ben oui, mais c'est parce qu'elle va revenir, ils sont-tu le messager? Peu importe c'est quoi, mais elle va revenir, il va en mettre un autre. Il va revenir t'auto-suggérer. Ben oui, il va revenir. Puis il va t'en pogner un plus zélé à un moment donné, que lui aura compris que toi, t'arrives le point. Mais tu sais, il y a tout ça. Donc, tu sais, on peut... T'as l'image, hein, c'est ça. Nous, on a déjà l'image, hein. On a toute la pièce de théâtre. La pièce de théâtre est là. Donc, tu sais, l'autosuggestion devient... Justement, tu écoutes, puis tu dis, OK, en quoi ça m'appartient, ça, oh, c'est une croyance, OK, qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que j'ai besoin? Je suis, je veux, j'ai, peu importe. Cette phrase-là pour nous ramener est validée, calibrée dans le corps, tu l'as nommé. Le corps, il va le savoir. C'est à la bonne place, il va se sentir en sécurité. Et là, vous allez créer un ancrage, et au moment que l'ancrage est créé, la prochaine fois que ça arrive, tu te nommes la phrase 1, 2, 3 fois, clac, le chemin se fait. Oui,
Parce que là, c'est familier, là, c'est Ouais. un terrain connu, là, ça a été encodé par la mémoire, puis la réaction émotive est associée avec les mots. Mhm. Les mots contiennent énormément d'émotions, on fait des significations, c'est lié à notre perception personnelle. Donc, Ouais. cette perception-là, comme tu dis, va être ancrée. Donc, il va y avoir un délai de temps plus court avant que tu puisses sentir les bienfaits de ton autosuggestion à chaque fois. Tout le temps. Oui, et c'est ce qu'on veut. Puis toi, tu suggères, mettons, quand ils veulent commencer à faire ça, OK? Qu'est-ce que tu suggères le plus? Là, tu as suggéré la méthode pour aller chercher la phrase, si on veut. Oui. La fameuse phrase en question. Et après, s'ils veulent s'entraîner, si les gens veulent vraiment faire « OK, je veux commencer à faire ça », est-ce que il y a la méthode de s'enregistrer, de s'écouter, de se parler? C'est quoi la différence entre les deux? Parce que tu me l'as dit, Zolini, une année, tu m'as dit « T'as besoin de t'entendre te parler ». J'étais là « Hein? OK! » Fait que là, je l'ai fait. Puis ça change tout. Quand je m'entends, mais peut-être pour quelqu'un de s'entendre en enregistrement, en loop, peut-être que ça le fait et en même temps. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Je pense qu'il y a des moments pour tout. OK. Puis il y a également la composante personnalité, tu sais, de quoi on a besoin. Je dirais que pour commencer à auto-suggérer la porte d'entrée, ce serait probablement, peut-être que ça va vous surprendre, mais la respiration. De commencer par acclimater un état de calme journalier dans le corps. Parce que la suggestion, elle, va être absorbée beaucoup plus facilement quand on est dans un état de calme. Mais si on n'est pas dans un état de calme, il n'y aura pas cet encodage probablement qui va se passer. Donc, l'état de relaxation profond change. Je vais donner un petit peu de langage geek, je vais arrêter après. Vas-y, là, on ouvre la porte. Plaisir. S'il y a quelque chose, je pose des questions. Vas-y. L'état de calme change la fréquence électrique du cerveau. Et quand cette fréquence électrique-là est changée, ben, il y a plus facilement des chemins synaptiques qui vont être créés, c'est-à-dire de nouvelles connexions entre les neurones, donc du nouveau savoir, donc des nouvelles idées, donc des nouvelles perceptions et nouveaux ressentis. Donc, de commencer par entraîner son corps à tous les jours, à faire de la respiration qui est consciente, c'est vraiment préparer le terrain. Fait que ça pourrait être de faire, disons, par exemple, 2 à 3 minutes par jour de 5 secondes d'inspiration, 2 secondes pause, 5 secondes d'expiration, et on refait ce cycle-là en boucle. Donc, 2 à 3 minutes, 2 à 3 fois par jour, on commence déjà par préparer le terrain. Par la suite, après avoir fait ça pendant, je sais pas, 16 jours, 14 jours, 21 jours, chaque cerveau est différent, chaque corps est différent. On va ressentir quand ce calme-là est plus présent chez soi. Ben, à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant d'utiliser l'autosuggestion. Et justement, de répéter. Donc, phrase simple qui nous parle à nous, qui est dans le présent, qui est mesurable. Et donc, les effets sont évidents. Pas de langage compliqué, juste un langage très simple pour l'autosuggestion. Puis qui implique juste soi. Oui, Ça aussi, hein? Pas juste soi. Je vais juste le dire. Je veux que mon mari range son linge, ça n'est pas un. Non, OK? c'est pas une autosuggestion. Je veux que mon amoureux m'écoute plus, ça n'est pas une. Qui relève de la sphère de ce que tu peux contrôler. Et voilà, je veux juste le dire, parce que, écoute, on dit tout. C'est comme quand, sur McDo, ils disent qu'ils te donnent un café, ce café est chaud, je veux juste le dire. T'sais, ils le disent, on le sait, mais il faut le nommer pareil. Pourquoi? Parce que des fois, quand on est dedans, tu t'en rappelles pas que le café est chaud, on va dire. Là, tu vas, oups, OK, c'est vrai. Je vais juste, avant de prendre la gorgée, je vais regarder. Donc, c'est pour ça que j'avise ici tout de suite le petit disclaimer que l'autosuggestion, c'est à soi ce qu'on peut contrôler soi seulement. Absolument. Parce que pour pas mélanger ça et les phrases de manifestation que certaines études de pensée, ben oui, certaines écoles de pensée plutôt, certaines écoles de pensée vont partager avec les je veux, j'ai qui impliquent l'environnement, ça c'est complètement autre chose. L'autosuggestion, on regagne notre pouvoir à l'intérieur de nous. Et je trouve ça bien que tu aies parlé de la respiration avant, parce que la respiration, c'est vraiment ça qui va installer le terrain.
Donc, c'est comme si tu t'en vas faire justement de la course sur un terrain qui est très rocailleux puis tu n'as pas les bons souliers. Tandis que si tu t'assures d'avoir une belle asphalte, tu as les bons souliers, ça, c'est ta respiration. Là, tu sais que ta marche ou ta course, elle va bien se passer. Puis que ton corps va intégrer, tu vas pouvoir travailler ton cardio, puis tu vas être vraiment déposé dans un bel espace. Pour ça, je propose l'application Respirelax. Oui, hein? C'est gratuit. Oui, elle est super. Ouais. Elle est fun, tu sais, je veux dire, Respirelax, c'est gratuit. Tu peux choisir ta fréquence. Ils ont même des suggestions de fréquence, de ton temps. Tu peux juste te fier au son au lieu de regarder l'image. Moi, j'adore celle-là. Je la propose à mes clients, mes enfants, même moi, quand tu sais, j'ai pas envie de, moi, me mettre à calculer dans ma tête. L'application le fait pour moi. Sinon, ensuite, commencer par ça, puis après, y aller avec l'auto-hypnose, l'autosuggestion, c'est comme... On vous invite, hein, à vraiment l'essayer. Juste l'essayer, puis vraiment nous écrire vos commentaires de qu'est-ce que ça l'a fait ensuite comme changement dans votre vie, hein. De quelle manière vous vous êtes pris? Oui! De quelle manière? Parce que, comme tu disais, il y a plein de manières de le faire. Mm-hmm. Puis, il y a différents moments aussi pour différentes approches. C'est simplement de s'écouter. Qu'est-ce qui fait plaisir à mes sens? Et voilà. Tout simplement. Puis d'être curieux, d'explorer. En plus, au passage, ça va augmenter les capacités cognitives. Parce qu'on sait respirer, augmenter le taux d'oxygénation, augmenter le calme, réguler la pression vasculaire également. Oui. Puis, en plus, augmenter tes capacités de mémoire et d'attention. Ben oui, t'es moins négligeable. Non. Mémoire et attention en 2025, c'est non négligeable. Avec les écrans, l'attention fragmentée, tout ça, tu sais, je veux dire, on est constamment là-dedans. Tu sais, avant, l'attention fragmentée, ça faisait partie des signes de burn-out, mais maintenant, les gens l'ont constamment parce qu'ils sont sur leur cellulaire. Donc, on a l'attention fragmentée. Donc, tu sais, c'est de faire vraiment attention. Puis des techniques comme ça t'amènent aussi à revenir au centre. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est que... C'est nous qu'on a un cerveau qui s'en va en fragments, naturellement. Déjà, le modèle de base. Le modèle de base est comme ça quand il s'est rien passé. Fait qu'imaginez les fragments des fragments, OK? C'est nous, ça nous invite à revenir. Puis quelqu'un comme toi, Cynthia, et comme moi, au niveau de comment notre cerveau fonctionne, arrive à se déposer dans des espaces de calme, à s'autoréguler avec des méthodes comme ça, je pense que ça peut être phénoménal pour pas mal tout le monde. Alors, sur ce, mot de la fin. On va y aller comme ça, Cynthia. Allons-y ici. Parce que nous, on peut partir une autre heure. On pourrait continuer. Vraiment longtemps. Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi le plus gros apprentissage que cette belle neurodivergence-là, hein? Un apprentissage lumineux que tu as eu avec ton parcours là-dedans. Et qu'est-ce que tu veux partager aux gens par rapport à ça? Que chaque perspective est singulière et que chaque perspective est importante. Je pense que mon plus gros apprentissage à accueillir, à accepter, à travailler, à redéfinir, ça a été d'apprendre à m'aimer. Ça a été ça le plus gros apprentissage. Qu'à la base, ben, tout est parfait ici. On est tous des créatures très colorées. On a tous nos propres couleurs. Puis c'est ce qui fait de notre monde un endroit qui est intéressant à découvrir. Mais oui, l'amour. Merci. Merci à toi. Oh my God, c'est une belle conversation, ça. Oui. Ah oui, hein? On pourrait remettre ça. Ah ben oui, on va remettre ça. Oui, on va en refaire. C'est sûr que Cynthia va revenir sur Rise Above, tout le monde, sûr et certain. J'aimerais que tu nous dises où est-ce qu'on peut te trouver, s'il y en a qui ont envie de commencer un parcours en hypnose avec toi ou, tu sais, de te suivre, voir ton travail d'artiste aussi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Ah oui, donc si on a envie de faire des sessions de relaxation corps-esprit, c'est un service que j'offre, hypnose thérapeutique également en ligne, en personne, sur hypnoseco, donc hypnosco.com. Et mon travail d'artiste, on peut le découvrir sur cynthiachalifou.com, CINTHYACHALIFOX.com.
Et moi, j'ai tout écrit, tous les liens de Cynthia partout, de toute façon. Vous allez avoir dans la description du podcast, vous allez avoir sur Instagram, partout où est-ce que je partage, ça va être là pour qu'on puisse facilement te retrouver et que les petites perles qui nous écoutent, les grandes perles qui nous écoutent, puissent avoir accès aux perles qui sont à l'intérieur de toi aussi, pour les aider à illuminer leur vie, parce que c'est ça, Rise Above, hein, c'est offrir ces outils-là pour tout le monde. Merci pour le partage des tiennes. Oh oui, ça me fait plaisir, parce que moi, je pense que si on sort ce qu'on a à l'intérieur comme don, puis qu'on le partage aux gens, les gens vont pouvoir connecter aux leurs, vont pouvoir partager aux autres aussi, et c'est comme ça qu'on va faire un monde meilleur, right? Oui, et partage ta magie. On partage la magie. Alors, tout le monde, sur ce, je t'invite à partager cet épisode-là. Pour vrai, c'est sûr et certain que quelqu'un va avoir besoin d'entendre ces mots-là quelque part. Je t'invite à écrire en commentaire aussi si tu as travaillé l'autosuggestion ou si même tu as envie qu'on... Si tu as besoin d'un petit peu plus de spécification, tu m'écris, puis on va te faire un petit plan par rapport à ça, ça va faire plaisir. Mettre un petit 5 étoiles sur le podcast, parce que comme ça, s'il vous plaît. De l'amour. Juste de l'amour. Parce que c'est comme ça qu'on finit par me trouver, puis ça peut vraiment aider quelqu'un qui a peut-être besoin d'un de mes enseignements. Donc, tu sais, ça fait toute la différence, tout ça. Et sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Merci d'être là. Love, Rise Above.